Mes parents ont ri pendant les funérailles de mon bébé et puis j'ai révélé ce qu'ils ont dit à tout le monde. J'ai accidentellement enregistré mes parents en train de rire à l'enterrement de mon bébé. Elle est mélodramatique, a chuchoté ma mère, sans savoir que ses paroles étaient préservées pour toujours. Le bébé n'avait même pas 1 an. 5 jours. C'est le temps que mon fils, Asa, a vécu. 5 jours dont ils n'ont jamais pris la peine d'être témoins. J'ai écouté cet enregistrement encore et encore jusqu'à ce que le choc s'estompe et que quelque chose d'autre prenne sa place, la résolution. Ils avaient passé une vie à m'apprendre à être invisible, à accepter d'être oubliés, mais ils avaient eux-mêmes oublié quelque chose d'important. La personne la plus silencieuse dans la pièce est celle qui entend tout, et parfois, elle décide de laisser tout le monde écouter aussi. Juste avant que nous y revenions, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné. Le cercueil était trop petit pour contenir le poids de mon monde. C'est tout ce à quoi je pouvais penser alors que je me tenais là, mes doigts effleurant l'acajou poli qui contenait ce qui restait de mon fils, Asa, âgé de 5 jours, parti avant même d'être vraiment arrivé. J'étais consciente de tout dans ce salon funéraire, l'odeur artificielle des lys essayant de masquer les relents chimiques, les mouvements inconfortables de parents éloignés dans des tenues de cérémonie trop serrées, les conversations étouffées qui cessaient dès que je levais les yeux. Mais par-dessus tout, j'étais consciente du son qui n'aurait pas dû être là, le son qui me transperçait comme une lame, des rires, étouffés mais indubitables. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement qui c'était. Elle est mélodramatique, a chuchoté ma mère à mon père, sa voix portant juste assez pour que je l'entende. Le bébé n'avait même pas 1 an. J'ai senti ma poitrine s'effondrer sur elle-même, mais mon visage est resté impassible. J'avais appris il y a longtemps à ne pas donner à ma mère, Laurelie Whitlow, la satisfaction de me voir craquer. Alors je suis resté là, à 29 ans, disant au revoir à mon fils pendant que mes parents chuchotaient et ricanaient à 1 mètre derrière moi. Le pasteur a posé sa main sur mon épaule, prenant ma rigidité pour de la force. Ces mots se sont brouillés, quelque chose à propos des anges et du plan de Dieu. Je voulais crier qu'il n'y avait aucun plan qui devrait inclure ceci, un cercueil de la taille d'un enfant, une mère brisée au-delà de toute réparation, des grands-parents qui ne pouvaient même pas faire semblant de s'en soucier. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête aux moments appropriés, serrant le petit ours en peluche bleue que j'avais prévu d'enterrer avec Asa. 7 mois plus tôt, la docteure m'avait regardé avec une inquiétude plissant son front. C'est une grossesse à haut risque. Vous devrez être suivi de près. J'ai hoché la tête, sachant déjà qu'il ne suivrait rien du tout. Ma mère avait levé les yeux au ciel quand je lui avais parlé de la grossesse. Es-tu sûre d'être prête pour ça? Les enfants changent tout, et honnêtement, ta carrière commence à peine à décoller. Ma carrière d'archiviste historique indépendante payait à peine les factures. Les petits boulots d'écriture que je prenais à côté aidaient, mais la maternité n'était pas une question de préparation financière pour moi. Il s'agissait de la vie qui grandissait en moi, celle dont j'étais déjà tombée amoureuse. Quand les premières complications sont apparues, des saignements à 12 semaines, j'ai appelé ma mère en larmes. Ce sont juste les hormones qui te rendent émotive, a-t-elle dit d'un ton dédaigneux. Les femmes ont des bébés depuis la nuit des temps. Tu réfléchis trop. La docteure a dit que je pourrais perdre le bébé, et j'essayais d'expliquer. Eh bien, peut-être que ce serait pour le mieux. Tu es encore jeune, tu auras tout le temps d'avoir des enfants plus tard, quand tu seras plus établi. J'ai arrêté d'appeler après ça. La grossesse a progressé avec une incertitude terrifiante. Chaque échographie apportait un soulagement momentané suivi de nouvelles inquiétudes, faible liquide amniotique, retard de croissance, possibles anomalies cardiaques qui se sont révélées plus tard être de fausses alertes. Pendant tout ce temps, j'ai assisté seul au rendez-vous, lu seul des livres sur la parentalité, préparé seul la chambre du bébé. Mon frère, Rowan, appelait de temps en temps, mais nos conversations revenaient inévitablement à lui, sa société d'investissement florissante, sa petite amie célèbre sur Instagram, Bria, leurs vacances glamour. Tu devrais voir le coucher de soleil depuis notre villa à Santorin, a-t-il dit lors d'un appel alors que j'étais au repos au lit sur ordre de l'hôpital. Bria a eu 10 000 j'aime sur sa publication de méditation au coucher du soleil. Le jour où j'ai commencé le travail, 14 semaines trop tôt, j'étais seul dans mon appartement. La douleur est venue, rapide et impitoyable. J'ai d'abord appelé le 911, puis mes parents, puis Rowan. Personne n'a répondu. J'ai laissé des messages vocaux avec des mains tremblantes alors que les contractions me déchiraient. Maman, je vais à l'hôpital. Quelque chose ne va pas.
Le bébé arrive trop tôt. S'il te plaît, rappelle-moi. Les ambulanciers sont arrivés quelques minutes plus tard. La dernière chose dont je me souviens avant de perdre connaissance, c'est le plus jeune ambulancier me tenant la main, me disant que tout irait bien. C'était le plus gentil mensonge que l'on m'ait jamais dit. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, groggy après une chirurgie d'urgence, le visage de l'infirmière m'a tout dit. Je suis vraiment désolé, mademoiselle Whitlow. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Votre fils est en unité de soins intensifs néonatales, mais vous devriez vous préparer. Ils ont placé Asa dans mes bras le lendemain, si petit, si parfait, si fragile. 5 doigts à chaque main, 10 orteils en tout, un duvet de cheveux blonds comme les miens. Les tubes et les moniteurs connectés à son corps délicat le faisaient ressembler à une expérience scientifique plutôt qu'à un nouveau-né, mais pour moi, il était beau, parfait. Il a vécu 5 jours en unité de soins intensifs néonatales, se battant avec une force que je ne pouvais pas imaginer. Je suis resté à ses côtés jusqu'à son dernier souffle, mémorisant chaque détail de son visage, la courbe de son oreille, la forme de son nez. Les infirmières m'ont appris comment le tenir malgré l'équipement, comment lui parler, comment être sa mère pour le peu de temps que nous avions. Personne n'est venu à l'hôpital, pas une seule fois. Ma mère a appelé le 3e jour. Nous sommes au dîner de fiançailles de Rowan, a-t-elle dit, sa voix débordant d'excitation. Il a demandé Bria en mariage hier soir. Tu te rends compte? Nous prévoyons un mariage au printemps. J'ai raccroché sans lui dire que son petit-fils était en train de mourir. Quand le petit cœur d'Asa s'est finalement arrêté, j'ai senti le mien se fendre. L'infirmière de l'unité de soins intensifs néonatales, Shannon, avec des yeux bienveillants et des mains calleuses, m'a aidé à le baigner une dernière fois. Elle a pris une empreinte de ses mains et de ses pieds, coupé une mèche de ses cheveux fins, et l'a enveloppé dans une couverture en tricot bleu donnée par des bénévoles de l'hôpital. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, a-t-elle chuchoté, me laissant seul avec mon fils. Je l'ai tenu pendant des heures, lui parlant de la vie que nous aurions dû avoir, les histoires du soir que je ne lui lirai jamais, les feuilles d'automne que je ne lui montrerai jamais, les matins de Noël qui seraient désormais toujours incomplets. Plus tard, des minutes ou des heures, je ne saurais dire, j'ai de nouveau appelé mes parents. Asa est mort, ai-je dit quand mon père a répondu. Pas de préambule, pas de questionnement. Une pause. Qui? Mon fils. Votre petit-fils. Il est mort il y a 1 heure. Une autre pause. Oh. Je suis désolé d'apprendre ça. Sa voix était distante, formelle, comme s'il répondait à la nouvelle du malheur d'un étranger. Ta mère est à son club de lecture. Je lui dirai quand elle rentrera. 3 jours plus tard, j'ai organisé l'enterrement moi-même. J'ai choisi le minuscule cercueil, commandé les fleurs, écrit la nécrologie pour une vie qui a duré moins d'1 semaine. Le directeur du salon funéraire a été gentil, offrant le service pour enfants à un tarif réduit. Il avait des yeux doux qui me rappelaient l'infirmière de l'unité de soins intensifs néonatales. Maintenant, à la réception funéraire, la plupart des invités étaient partis. Seuls mes parents restaient, piochant dans les plateaux de nourriture dans un coin de la pièce. J'étais assise seule, regardant le livre d'or avec ses signatures éparses. Quel gâchis, a marmonné ma mère à mon père, pensant que je ne pouvais pas l'entendre. Ce cercueil a coûté une fortune, et pourquoi? Elle aurait pu avoir une simple crémation. Mon père a hoché la tête distraitement, son attention portée sur son téléphone. Aucun d'eux ne m'avait prise dans ses bras. Aucun n'avait versé une larme. Porteur, le deuil aussi intensément n'est pas sain, a poursuivi ma mère. Elle doit passer à autre chose. Ce n'est pas comme si elle le connaissait. Je me suis éclipsé sans dire au revoir, serrant la boîte à souvenirs que l'hôpital m'avait donnée, de minuscules empreintes de pieds, une mèche de cheveux, la couverture bleue qui avait enveloppé son corps. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit, tenant cette couverture contre mon visage, respirant ce qui restait de l'odeur d'Asa, attendant des larmes qui ne venaient pas. Le sommeil ne m'a jamais trouvé. Au lieu de cela, j'ai essayé d'écrire des lettres d'adieu, des poèmes, n'importe quoi pour lâcher la pression qui montait en moi. Mais les mots semblaient creux, insuffisants. J'ai déchiré chaque tentative en lambeaux, regardant les morceaux se disperser sur le sol de ma chambre comme les fragments de mon cœur. Les jours se sont brouillés. J'ai ignoré les appels des quelques amis qui étaient au courant pour Asa. J'ai pris un congé de mon contrat d'archivage. J'existais dans un espace gris entre vivre et ne pas vivre, accomplissant des gestes mécaniques, manger assez pour survivre,
me doucher quand l'odeur devenait perceptible, répondant aux courriels essentiels avec des phrases vides. 2 jours après l'enterrement, en vidant mon sac à main, j'ai découvert que mon téléphone avait enregistré. J'avais accidentellement appuyé sur le bouton du mémo vocal pendant le service. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de suppression, puis s'est arrêté. J'ai branché mes écouteurs et appuyé sur lecture. Mon souffle s'est coupé en entendant tout, les éloges funèbres, les prières, et puis, d'une clarté cristalline, la voix de ma mère. Elle est mélodramatique. Le bébé n'avait même pas 1 an. Puis le ricanement, le gloussement grave de mon père se joignant à elle. Au moins, nous n'aurons pas à faire de gardiennage maintenant, a-t-il ajouté. Puis ma mère de nouveau, mon Dieu, je redoutais de devoir faire semblant d'être excité à l'idée d'avoir un petit enfant. C'est plus facile, honnêtement. L'enregistrement continuait, capturant chaque commentaire dédaigneux, chaque moment où ils pensaient que personne n'écoutait. La preuve de leur cruauté résonnait dans mes oreilles, indéniable et brute. Je l'ai écouté encore et encore. À chaque fois, le couteau se tordait plus profondément, mais quelque chose d'autre se produisait aussi. Le brouillard du deuil s'est dissipé momentanément, faisant place à quelque chose de chaud et de clarifiant, la colère. Lors de ma séance de thérapie suivante, la docteure Bell Parker m'a observé de ses yeux doux alors que je racontais avoir trouvé l'enregistrement. Pourquoi pensez-vous que vous continuez à chercher la validation de personnes qui se sont révélées incapables d'empathie, a-t-elle demandé. La question est restée en suspens entre nous. Je n'avais pas de réponse. Ce sont mes parents, ai-je finalement dit, comme si cela expliquait tout. Oui, a-t-elle convenu, mais cela ne signifie pas qu'ils méritent d'avoir accès à votre douleur. La docteure Bell était ma thérapeute depuis 3 ans. Au départ, j'avais commencé à la voir pour l'anxiété liée à ma carrière d'écrivain, mais nos séances avaient évolué pour excaver les racines plus profondes de mes insécurités. Elle avait toujours suggéré que ma relation avec mes parents était problématique, mais j'avais résisté à l'idée. La famille, c'était la famille, pensais-je. On ne pouvait pas les choisir, alors il fallait faire la paix avec ceux que l'on avait. Maintenant, en lui faisant écouter cet enregistrement, j'ai vu son sang-froid professionnel se fissurer brièvement. Elle a dit doucement, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, c'est de la violence psychologique. C'est d'une cruauté sans mesure. Je sais, ai-je chuchoté. Et que voulez-vous faire de cette connaissance? Je n'avais pas de réponse alors, mais en rentrant chez moi, quelque chose s'est cristallisé dans mon esprit. Je n'avais plus à accepter leur version de la réalité. J'avais la preuve que je n'étais pas folle, que je ne surréagissais pas, que je n'étais pas trop sensible. Je suis rentré chez moi et j'ai écouté l'enregistrement une fois de plus. Leur rire, autrefois dévastateur, sonnait maintenant différemment à mes oreilles, plus petit, pathétique. J'ai sauvegardé le fichier sur mon ordinateur et l'ai nommé « Vérité ». Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais pour la première fois depuis la perte d'Asa, je me sentais certaine de quelque chose. Je n'étais pas folle. Je ne surréagissais pas. Et je n'étais plus seul avec mon chagrin. Maintenant, j'avais une preuve. 3 semaines après l'enterrement, je me suis présenté à la maison de style victorien de mes parents dans le quartier aisé de notre ville du Vermont. Je portais un plat à gratin, un qu'ils avaient envoyé avec un voisin à la réception, lavé et rempli de biscuits achetés en magasin. Quelle surprise, a dit ma mère, ne prenant pas la peine de cacher sa surprise. Ses cheveux blonds parfaitement méchés étaient coiffés dans son chignon élégant habituel. Nous ne t'attendions pas. Je venais juste rendre votre plat, ai-je dit, entrant sans attendre d'invitation. La maison était exactement comme toujours, des antiquités de bon goût, des photos de famille où tout le monde souriait, principalement les réussites de Rowan, bien en évidence, et pas une trace de poussière nulle part. Aucun signe qu'un petit enfant avait vécu et était mort. Aucune indication que quoi que ce soit avait perturbé leur récit parfait. Mon père est sorti de son bureau, des lunettes de lecture perchées sur son nez. « Bonjour », a-t-il dit avec un hochement de tête, comme si je revenais d'un court voyage plutôt que d'enterrer mon enfant. Nous nous sommes assis dans le salon avec un thé que je ne voulais pas. Ma mère a parlé de la fête de fiançailles de Rowan, du nombre d'abonnés de Bria sur Instagram, du lieu qu'ils envisageaient. J'ai pensé que nous pourrions peut-être parler de l'enterrement, ai-je dit lors d'une rare pause. Le sourire de ma mère s'est crispé. Chérie, s'attarder sur ces choses n'est pas sain. Je ne m'attarde pas. Je suis en deuil. Laisse tomber, a-t-elle dit, posant sa tasse de thé avec un cliquetis décisif. Tu n'es pas la seule à avoir jamais perdu quelque chose.
Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Perdu quelque chose, comme si Asa avait été un portefeuille égaré ou des vacances annulées. Mon père s'est raclé la gorge. Ta mère a raison. La vie continue. Tu devrais envisager de retourner au travail. L'avez-vous seulement regardé, ai-je demandé, ma voix à peine audible. À l'hôpital? À l'enterrement? Avez-vous seulement regardé le visage de votre petit-fils? L'expression de ma mère s'est durcie. Bien sûr que nous l'avons fait. Nous étions là, n'est-ce pas? Contrairement à toi. Rowan s'est fiancé. L'injustice de cette comparaison m'a momentanément coupé le souffle. J'étais à l'hôpital avec mon enfant mourant. Eh bien, a dit ma mère avec un sourire crispé, nous avons tous nos priorités. Je suis parti 20 minutes plus tard, le poids des mots non dits pesant sur ma poitrine. En rentrant chez moi, les souvenirs ont afflué, des moments de l'enfance où j'ai réalisé que j'étais différente de Rowan aux yeux de mes parents. Quand j'avais 7 ans, j'ai gagné un concours d'orthographe à l'école. Mon certificat est resté sur le réfrigérateur pendant exactement 3 jours avant d'être remplacé par le ruban de participation au football de Rowan. Quand j'avais 12 ans, je me suis cassé le bras en tombant d'un arbre dans notre jardin. Ma mère était agacée par la facture de l'hôpital, tandis que mon père se plaignait d'avoir manqué un appel important pendant la visite aux urgences. Quand Rowan s'est foulé la cheville à 14 ans, ma mère a pris 2 semaines de congé pour s'occuper de lui. Rowan était leur enfant miracle, né après qu'ils aient perdu leur premier-né du syndrome de la mort subite du nourrisson. Il était protégé, célébré, chéri d'une manière que je ne l'ai jamais été. Je suis venu plus tard, un accident, comme ma mère l'avait une fois laissé échapper après trop de vin à Noël. Nous ne prévoyions pas un troisième, mais te voilà. Me voilà. Jamais tout à fait assez. 2 jours plus tard, je me suis rendu au chalet de ma défunte grand-mère à la lisière de la ville. J'en avais hérité il y a 1 an mais je n'avais pas encore décidé de le vendre ou d'y emménager. Il était vide et attendait, rempli de ces affaires que je n'avais pas eu le cœur de trier avant ma grossesse et certainement pas après avoir perdu Asa. Le chalet était petit mais charmant, 2 chambres, une cuisine avec des appareils électroménagers vintage, une cheminée en pierre dans le salon. Ma grand-mère avait été la seule personne de ma famille qui semblait vraiment apprécier ma compagnie. Sa mort avait laissé un vide que j'avais espéré, bêtement peut-être, que la maternité pourrait commencer à combler. Le grenier était l'endroit où j'ai commencé à chercher une distraction. Dans les boîtes couvertes de poussière près du fond, j'ai trouvé un coffre en bois sculpté avec une petite serrure. La clé n'était pas là, mais la serrure était fragile avec l'âge. Il n'a fallu qu'un trombone et un peu de patience avant qu'elle ne s'ouvre d'un clic. À l'intérieur se trouvaient des journaux intimes, des dizaines d'entre eux, datant de plusieurs décennies. J'ai reconnu l'écriture de ma grand-mère dans la plupart, mais un volume relié en cuir a attiré mon attention. L'inscription à l'intérieur disait « Laurel et Whitlow, 1994, l'année de ma naissance ». Je n'aurais pas dû le lire. Certaines limites ne devraient pas être franchies. Mais le chagrin m'avait déjà dépouillé de toute prudence, de tout instinct de conservation. Alors j'ai lu. Encore une fille, avait écrit ma mère. Comme si une ne suffisait pas. Maintenant, je suis coincé à la maison avec un nouveau-né pendant que James voyage pour le travail et que Rowan a besoin d'attention. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Page après page détaillait son ressentiment envers mon existence, comment j'avais ruiné sa silhouette, comment je pleurais trop. Le bébé a des coliques, ne cesse de crier. Elle sait probablement qu'elle n'était pas désirée. 16 avril 1994. Le bébé a souri aujourd'hui. Tout le monde agit comme si c'était un miracle, mais c'est juste un réflexe. J'ai hâte de retourner au travail et de laisser la nounou s'occuper d'elle. 22 mai 1994. La mère de James continue d'acheter des cadeaux au bébé et des robes à froufrou ridicules et des livres, comme si elle pouvait lire. Elle sera probablement lente, comme la sœur de James. 30 juin 1994. Rowan a cassé son jouet et a accusé le bébé. Garçon intelligent. Je sais qu'elle n'aurait pas pu le faire, mais je l'ai quand même mise au coin. Rowan doit savoir que nous sommes de son côté. J'ai fermé le journal, mes mains tremblant. Quelque chose de froid et de dur s'est installé dans mon estomac. Pas de la surprise, exactement, mais une confirmation. Une vérité que j'avais toujours sentie mais jamais confirmée. J'ai emporté le journal chez moi, le plaçant dans le tiroir de mon bureau à côté de la clé USB contenant l'enregistrement de l'enterrement. Des preuves s'accumulaient, bien que je ne sache pas encore dans quel but.
Le lendemain, Rowan a appelé pour me demander si j'écrirais un poème sur « l'héritage familial » pour son mariage. Bria pense que cela ajouterait une touche personnelle, a-t-il expliqué. Quelque chose sur nos valeurs familiales, notre héritage. Tu es doué avec les mots. J'ai failli rire. Quelles sont exactement nos valeurs familiales, Rowan? Ne commence pas, Ara, a-t-il soupiré. Maman a dit que tu avais encore du mal. Je comprends. Mais la vie continue. Mon fils est mort il y a 3 semaines. Et j'en suis désolé, vraiment. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde mette sa vie en attente. J'ai accepté de réfléchir au poème. Je les ai même rencontrés pour dîner la semaine suivante, Rowan, Bria, mes parents et moi, autour de la table de la salle à manger qui avait été témoin de tant de repas de famille tendus. Bria était exactement comme son Instagram le suggérait, stupéfiante, soignée, avec une chaleur étudiée qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Elle m'a posé des questions sur mon travail, a fait des bruits de sympathie appropriés concernant ma perte, et a parlé sans fin de leur plan de mariage. Nous pensons à un article dans Modern Breed, a-t-elle dit. Ils sont intéressés par notre histoire, comment nous nous sommes rencontrés à ce gala de charité, la demande en mariage à Santorin. Ça a l'air parfait, ai-je dit, poussant la nourriture dans mon assiette. Ara travaille sur un poème spécial pour la cérémonie, a dit ma mère à Bria, comme si c'était décidé. En fait, ai-je dit, j'ai beaucoup pensé à Asa. À l'enterrement. Au fait qu'aucun de vous n'était là quand il était en unité de soins intensifs néonatal. La table est devenue silencieuse. Encore ça, la voix de ma mère était glaciale. Vraiment? Tu cherches à attirer l'attention maintenant? C'était votre petit-fils. Un bébé que tu connaissais à peine, a-t-elle lancé. Arrête de tout ramener à toi. Rowan avait l'air peiné. Tu as vraiment besoin de passer à autre chose, Serette. Ce n'est pas sain. Je suis parti tôt, prétextant un mal de tête. Dans ma voiture, j'ai réécouté l'enregistrement de l'enterrement, laissant leur voix m'envahir. En rentrant, j'ai copié l'enregistrement sur 3 clés USB, en cachant une dans mon bureau, une dans le chalet de ma grand-mère et une dans un coffre-fort à la banque. Une assurance, me suis-je dit, bien que je ne sois pas encore sûr contre quoi. Le week-end suivant, j'ai rendu visite à ma grand-tante, Si, dans son appartement en résidence assistée. Tante Si était la sœur cadette de ma grand-mère, la diseuse de vérité de la famille, celle qui n'enrobait jamais rien. Ta mère a toujours été froide, m'a-t-elle dit alors que nous partagions un thé. Même adolescente. Quand leur sœur mourait d'une leucémie, Laurelée ne pouvait pas se donner la peine de visiter l'hôpital. Elle disait que l'odeur lui donnait la nausée. Je ne savais pas qu'elles avaient une sœur, ai-je dit. Les yeux de Tante Si se sont agrandis. Bien sûr que non. Laurelée efface ce qui ne correspond pas à son récit. Elle l'a toujours fait. Elle m'a parlé de la sœur de ma mère, Violet, décédée à 15 ans, comment ma mère l'avait abandonnée, avait refusé de donner de la moelle osseuse, avait manqué l'enterrement pour un bal de l'école. Il y a un schéma avec elle, a dit Tante Si en me tapotant la main. Ce n'est pas toi, chérie. Ça n'a jamais été toi. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS de Marie Callaway, ma colocataire d'université et autrefois ma meilleure amie. Nous nous étions éloignés au fil des ans, nos cafés occasionnels devenant moins fréquents jusqu'à ce qu'ils cessent complètement. J'ai entendu pour ton bébé. Je suis tellement désolé. Libre pour déjeuner demain. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille à la périphérie de la ville. Marie avait la même apparence, cheveux rebouclés, taches de rousseur, des yeux qui ne manquaient rien. Elle m'a serré fort dans ses bras et n'a pas lâché prise avant que je ne le fasse. J'aurais dû te contacter plus tôt, a-t-elle dit. Le travail a été fou. Nous venons de lancer une nouvelle série de podcasts. Marie travaillait comme productrice pour un podcast populaire d'histoires vraies. Elle avait toujours eu le talent de faire ressortir les histoires les plus profondes des gens. Pendant le déjeuner, tout est sorti, Asa, l'enterrement, mes parents, l'enregistrement. Je le lui ai fait écouter, regardant son expression passer de la confusion à l'horreur. Jésus, a-t-elle chuchoté. C'est. Il n'y a pas de mots. Je continue de l'écouter, ai-je avoué. C'est malsain? Non, a-t-elle dit fermement. C'est une preuve. La preuve que tu n'es pas folle. Elle a hésité. Veux-tu que cela reste privé, ou? Elle n'a pas fini sa phrase, mais j'ai compris l'implication.
Marie travaillait avec des histoires puissantes, des histoires qui atteignaient des milliers d'auditeurs. Je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement. Après le déjeuner, j'ai vérifié mon téléphone pour trouver un message direct de Bria sur Instagram. On peut se parler en privé? Café demain. Nous nous sommes rencontrés dans un café différent, loin du centre-ville. Bria avait l'air différente sans son maquillage parfait habituel et ses cheveux coiffés, plus jeune, plus vulnérable. Je voulais te parler du mariage, a-t-elle commencé, et de ta famille. Je me suis préparé à un sermon sur mon comportement au dîner, sur la nécessité d'être solidaire de leur journée spéciale. Au lieu de cela, elle m'a surprise. Rowan a essayé de te retirer de la liste des invités, a-t-elle dit sans détour. Il a dit que tu plomberais l'ambiance avec tes problèmes. J'ai insisté pour que tu sois incluse. La famille devrait être là. Elle a poursuivi, il est obsédé par les apparences. Tout doit paraître parfait pour ses réseaux sociaux, pour ses parents. Je pensais que c'était juste de l'ambition au début, mais maintenant. Elle a tordu nerveusement sa bague de fiançailles. Je commence à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre dynamique familiale. Elle m'a raconté comment Rowan changeait en présence de ses parents, plus agressif, plus dédaigneux de ses sentiments, comment le relais avait suggéré que Bria envisage une rhinoplastie mineure avant les photos de mariage, comment il l'a pressé d'inclure les associés de Rowan sur la liste des invités mais essayait d'exclure ses amis d'université. Je commence à me demander dans quoi je me marie, a-t-elle avoué. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait l'avertir, lui montrer l'enregistrement, lui dire de fuir. Une autre partie, celle entraînée par des années de loyauté familiale, s'est retenue. Cette nuit-là, je me suis assise devant mon ordinateur, fixant un bouton de téléchargement. J'avais créé un fichier audio privé, l'enregistrement de l'enterrement légèrement modifié pour plus de clarté. Mon doigt a plané au-dessus de « Partager ». Je n'ai pas cliqué. Pas encore. Mais pour la première fois, j'ai compris que je pourrais le faire. J'entends sa voix dans ma tête, ai-je dit à la docteure Bell lors de notre séance suivante, 2 mois après la mort d'Asa. Pas pour me réconforter. Pour critiquer. Toujours critiquer. La pluie striait les fenêtres du bureau, correspondant à mon humeur. Je dormais mal, écrivais moins, existant dans un étrange entre-deux où le chagrin et la rage se relayaient pour diriger mon corps. La voix de qui, a demandé la docteure Bell, bien que je soupçonne qu'elle le savait. Celle de ma mère. Même mon chagrin n'est pas à moi. Elle est là, me disant que je le fais mal. La docteure Bell s'est penchée en avant. Vous avez passé votre vie à essayer de gagner l'amour de personnes qui voient l'affection comme quelque chose à rationner. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas digne d'amour. Je voyais la docteure Bell depuis 3 ans, initialement pour l'anxiété liée à ma carrière d'écrivain. Maintenant, nos séances étaient devenues une bouée de sauvetage, le seul endroit où je pouvais dire toute ma vérité sans censure. Je visite la tombe d'Asa tous les mardis, ai-je dit. Ça aide, d'une certaine manière, d'avoir un lieu. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que la veille, j'avais trouvé quelque chose d'étrange au cimetière, des fleurs fraîches sur la petite pierre tombale d'Asa. Pas mes roses blanches habituelles, mais des marguerites sauvages nouées avec un ruban bleu. Une petite note glissée parmi elles disait « Tu n'es pas seul ». Il comptait. L'écriture était inconnue. Quelqu'un était venu. Quelqu'un qui comprenait. La pensée était à la fois réconfortante et troublante. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'Asa, non pas tel qu'il avait été, minuscule et luttant en unité de soins intensifs néonatales, mais comme un bambin courant dans un champ ensoleillé. Je me suis réveillé en haletant, des larmes coulant sur mon visage, les premières vraies larmes depuis l'enterrement. J'ai noté chaque détail du rêve avant qu'il ne puisse s'estomper, préservant cet aperçu de ce qui aurait pu être. Le lendemain matin, j'ai traversé le marché fermier sur la place de la ville, essayant de me sentir normal parmi les acheteurs affairés. J'ai aperçu ma mère de l'autre côté, bavardant avec animation avec des membres de son club de jardinage. Elle avait l'air insouciante, sans fardeau, comme une femme qui n'avait pas perdu un petit-fils 2 mois plus tôt. Elle m'a vu et m'a fait un petit signe de la main, comme si nous venions d'avoir un désaccord mineur sur les plans du dîner plutôt que l'abîme émotionnel qui nous séparait maintenant. J'ai tourné les talons et je suis parti, incapable de maintenir la prétention. Ce week-end-là, mon téléphone s'est allumé avec un SMS de ma mère, dîner de famille ce soir, 19h. Discussion importante sur le mariage. J'ai failli refuser, mais la curiosité l'a emporté. Quand je suis arrivé,
Rowan et Bria étaient déjà là, ainsi que mes parents et 2 amis de ma mère de son club de jardinage. Ara, a dit ma mère avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, nous discutions justement du mariage. Nous pensons qu'il est temps que tu fasses un discours. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Un discours? Oui. En tant que sœur de Rowan, c'est la tradition, a-t-elle dit. Et il est temps de réunir la famille, tu ne penses pas? Mettre le passé derrière nous. Le passé, comme si mon fils était un mauvais investissement ou une relation ratée à oublier. Bien sûr, ai-je dit, me surprenant moi-même. Je serais heureuse de le faire. Plus tard, alors que j'aidais à débarrasser, Bria m'a coincé dans la cuisine. Tu n'es pas obligé de faire ça si tu ne veux pas, a-t-elle chuchoté. Je veux le faire, ai-je dit et j'ai réalisé que c'était vrai. Juste pas pour les raisons que ma mère imaginait. De retour à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau dossier, La Vérité. À l'intérieur, j'ai sauvegardé l'audio de l'enterrement, des captures d'écran de SMS cruels de ma famille, des scans des pages du journal de ma mère, de vieux enregistrements de messages vocaux où elle critiquait mes choix, une chambre forte numérique de preuves. Contre quoi, je n'étais pas encore tout à fait sûr. Le gaslighting? La violence psychologique? Ou simplement contre l'oubli? Le lendemain matin, je me suis rendu à la tombe d'Asa avec des fleurs fraîches. Le cimetière était calme, l'air d'automne vif et clair. Je me suis assise sur le petit banc en face de sa pierre tombale, lui parlant comme je le faisais toujours, de ma journée, des oiseaux dans l'érable, de rien et de tout. Je ne sais pas quoi faire, lui ai-je dit. Une partie de moi veut leur pardonner, passer à autre chose. Mais une autre partie. Une brindille a craqué derrière moi. Je me suis retourné pour voir une femme se tenant à quelques mètres, la quarantaine, cheveux noirs, yeux bienveillants. Elle avait l'air embarrassée d'être prise sur le fait. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je ne voulais pas m'immiscer. Étiez-vous, ai-je hésité. Avez-vous laissé les marguerites? Elle a hoché la tête. J'ai perdu ma fille il y a 10 ans, mort-née. Je lui rends visite chaque semaine. Elle a fait un geste vers une petite pierre tombale à plusieurs rangées de là. Je vous ai vu ici, parler à votre fils. Son nom était Valérie. Elle avait enduré le rejet de son propre chagrin par sa famille, au moins tu ne t'es pas attaché, et avait trouvé du réconfort en se connectant avec d'autres parents endeuillés. Nous sommes restés assis ensemble jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, partageant des histoires de nos enfants, des gens qui ne pouvaient pas comprendre, du chemin étrange et solitaire du deuil parental. Tu n'es pas seul, m'a-t-elle dit en nous séparant. Il comptait. 2 jours plus tard, Bria m'a appelé, sa voix tendue d'excitation et de peur. J'ai trouvé quelque chose, a-t-elle dit. À propos de ta mère. Quelque chose d'énorme. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner ouvert 24 heures sur 24 en dehors de la ville, où personne ne nous reconnaîtrait. Bria a fait glisser une enveloppe manille sur la table. Je regardais de vieux albums photos chez tes parents pour le montage vidéo du mariage, a-t-elle expliqué. J'ai trouvé ça caché au fond d'un des années 70. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal jauni, une adolescente locale donne un enfant pour adoption. L'article était bref, mentionnant seulement qu'une jeune fille de 17 ans avait donné naissance à une petite fille et l'avait placée pour adoption par le biais des services familiaux luthériens. Aucun nom n'était mentionné, mais une photo montrait le bâtiment où l'adoption avait été traitée. Il y avait ça avec, a dit Bria, sortant un petit faire-part de naissance. Petite fille, 2,78 kg, née de Laurel Bennett, juin 1980. Le nom de jeune fille de ma mère. Une petite fille. 1980, 14 ans avant ma naissance. Elle a eu un autre enfant, ai-je chuchoté. Avant Rowan. Avant nous tous. Bria a hoché la tête. Et elle ne l'a jamais dit à personne. J'ai demandé à Rowan. Il n'en avait aucune idée. Le lendemain, je me suis rendu dans la ville mentionnée dans l'article, à 1 heure de route. Le bâtiment des services familiaux luthériens avait été converti en bureau, mais les registres du comté étaient publics. Il a fallu 4 heures de recherche, mais je l'ai trouvé, un certificat de naissance pour une petite fille, mère listée comme Laurel Bennett, père inconnu. Une adoption scellée avait suivi 3 jours plus tard. J'avais une autre sœur, une que ma mère avait abandonnée, puis effacée de l'histoire familiale. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser au schéma, comment il se répète, comment il se tord à travers les générations.
Ma mère avait abandonné un bébé, puis m'avait ressenti, puis avait rejeté la mort de son petit-fils. Des cercles de rejet, en spirale à travers le temps. J'ai pensé à cette petite fille, maintenant une femme dans la quarantaine. Savait-elle qu'elle avait été adoptée? Avait-elle cherché sa mère biologique? Avait-elle la moindre idée de la famille qu'on lui avait épargné de rejoindre? J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé un nouveau projet. En utilisant un logiciel de montage audio, j'ai superposé des sons, les chuchotements de l'enterrement, des lectures de mon journal sur ASA, le bip-bip régulier du moniteur cardiaque de ses 5 jours en unité de soins intensifs néonatales. J'ai ajouté ma propre voix, douce et claire, disant la vérité dans les interstices. Ils m'ont dit que j'étais trop sensible quand je pleurais à perte. Ils ont ri pendant que je t'enterrais. Ils t'ont effacé avant de te connaître. Mais je me souviens. Je me souviens de tout. Le résultat était dévastateur, une performance de poésie orale sur une bande sonore qui racontait l'histoire non seulement de mon chagrin mais de générations de silence. Je l'ai sauvegardé et l'ai simplement intitulé « Murmure ». Le lendemain, je suis retourné au cimetière avec un but. J'ai apporté un petit enregistreur, je l'ai placé sur la tombe d'Asa, et je lui ai joué « Murmure ». Ma vérité, son histoire, notre connexion. C'était comme la prière la plus honnête que je pouvais offrir. Valérie m'a trouvé là, à écouter avec moi. Quand ce fut fini, elle a pris ma main. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas encore », ai-je répondu honnêtement. Mais quelque chose. Pendant ce temps, Bria était aux prises avec son propre dilemme. Elle m'a appelé tard un soir, la voix pleine de larmes. « Je ne sais pas quoi faire », a-t-elle dit. Le mariage est dans 3 semaines. J'aime Rowan, mais je vois comment il te traite, comment tes parents fonctionnent. Si nous avons des enfants un jour. Elle n'a pas fini la phrase. Elle n'en avait pas besoin. Quelle que soit ta décision, lui ai-je dit, je te soutiendrai. Même si je l'épouse? Même dans ce cas. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon balcon à regarder les étoiles, pensant aux choix et aux conséquences. J'ai failli tout supprimer cette nuit-là, les enregistrements, les scans du journal, la pièce audio. Une partie de moi craignait de devenir ce dont il m'avait toujours accusé d'être, mélodramatique, en quête d'attention, instable. Mais ensuite je me suis souvenu des doigts parfaits d'Asa, de son dernier souffle contre ma joue, des chaises vides à son enterrement, des rires. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Marie pour un café. Je lui ai fait écouter « Murmure ». « C'est puissant », a-t-elle dit quand ce fut fini. Dévastateur. Réel. Trop réel, ai-je demandé. Ça n'existe pas, a-t-elle répondu. La question est, qu'est-ce que tu veux en faire? Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, je lui ai parlé des dossiers d'adoption, des schémas que j'avais identifiés, du discours de mariage qu'on m'avait demandé de faire. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être entendu par des gens qui n'ont aucun intérêt à écouter, ai-je dit finalement. Peut-être qu'il est temps de parler à quelqu'un d'autre. Ce soir-là, j'ai rouvert mon ordinateur portable et programmé le téléchargement de « Murmure » sur SoundCloud, YouTube et plusieurs plateformes de podcast simultanément. L'heure de sortie, 1 heure après le début prévu de la cérémonie de mariage de Rowan. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Confirmer ». Cette fois, j'ai cliqué. Alors que l'aube se levait, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas la paix, exactement, mais un but. Pour la première fois depuis la mort d'Asa, je savais exactement ce que j'allais faire. Et je n'avais plus peur. Le matin du mariage de Rowan s'est levé, clair et lumineux, d'une perfection moqueuse. Je me tenais à la fenêtre de ma chambre, regardant la lumière du soleil filtrer à travers les feuilles d'automne, me demandant si le temps pouvait jamais vraiment correspondre à une humeur. Si c'était possible, aujourd'hui apporterait des nuages d'orage et des vents violents, pas cette douce lumière dorée. 3 heures plus tard, je me suis garé au Country Club UP. Les invités en robe de créateur et costumes sur mesure affluaient, se faisant la bise et s'exclamant sur l'élégance de l'ensemble. Je suis resté dans ma voiture, écoutant « Murmure » une dernière fois, sentant sa vérité vibrer dans mes os. La robe noire que je portais n'était pas le bleu pastel que ma mère avait suggéré. Quelque chose de joyeux, avait-elle dit, comme si mon chagrin était un choix de mode que je pouvais simplement rejeter. Le noir me semblait honnête. Le noir me semblait être une armure. Je suis entré juste au moment où le quatuor à cordes commençait à jouer. Ma mère m'a immédiatement repéré,
son sourire vacillant en voyant mon apparence. Elle s'est excusée d'une conversation avec les parents de Bria et s'est dirigée vers moi. « Ara » a-t-elle dit, sa voix douce comme le miel mais ses yeux froids, « tu arrives un peu juste. » Et je pensais que nous avions discuté de porter quelque chose de plus festif. « C'est ce que j'avais » ai-je répondu simplement. Elle a soupiré comme si j'étais une enfant particulièrement difficile. « Eh bien, au moins tu es là. Je suis contente que tu choisisses la paix aujourd'hui. » J'ai souri, l'expression semblant étrangère sur mon visage. Je choisis quelque chose. La cérémonie a commencé avec des arrangements floraux élaborés, des processions chorégraphiées par des professionnels, et un quatuor à cordes jouant un morceau classique qui résonnait sous le plafond voûté. Tout était parfait pour Instagram, exactement comme Bria et ma mère l'avaient prévu. J'étais assise au 3e rang, me sentant étrangement détaché de tout cela, comme si je regardais un film plutôt que de vivre la réalité. Rowan se tenait à l'autel, grand et beau dans son smoking sur mesure. Quand Bria est apparue au bout de l'allée, des halètements collectifs ont parcouru les invités. Elle était stupéfiante dans une robe qui coûtait probablement plus que mon revenu annuel, son visage un masque parfait de joie nuptiale. Mais je l'avais vue la veille, tordant nerveusement sa bague de fiançailles, remettant tout en question. Je me demandais quelle décision elle avait prise dans les heures qui avaient suivi notre dernière conversation. La cérémonie s'est déroulée avec une précision étudiée. Les vœux ont été échangés, les alliances présentées, une bougie d'unité allumée. J'ai regardé mes parents au premier rang, ma mère tamponnant des yeux secs avec un mouchoir brodé, mon père vérifiant sa montre discrètement. Une performance de parentalité parfaite. À la réception, le champagne coulait à flots et les photographes capturaient des moments soigneusement arrangés. J'ai siroté un seul verre de vin, vérifiant mon téléphone périodiquement. 52 minutes avant que « Murmure » ne soit diffusé au monde. Et maintenant, annonça le DJ, un toast spécial de la sœur du marié. Ma mère m'avait placé tard dans la liste des discours, après le témoin et la demoiselle d'honneur, après les discours des parents, comme si mes mots étaient une pensée après coup. Je me suis dirigé vers la petite scène, acceptant le microphone avec des mains fermes. La foule s'est tue, les visages tournés vers moi avec attente. J'ai vu les expressions rassurées de mes parents. Ils croyaient que je jouerais mon rôle, que je maintiendrais la façade, que je garderais les secrets de famille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ai-je commencé, ma voix calme, je suis Ara, la sœur cadette de Rowan. On m'a demandé de parler de la famille aujourd'hui, de l'héritage et de l'amour. Ma mère a hoché la tête avec approbation. Il y a 2 mois, j'ai enterré mon fils, ai-je continué, et j'ai vu le sourire approbateur se figer sur le visage de ma mère. Son nom était Asa. Il a vécu 5 jours. Il était beau et parfait, et il comptait. Un bruissement nerveux a parcouru la foule. Ce n'était pas le toast léger et festif qu'ils attendaient. J'ai enterré mon fils seul, pendant que certains d'entre vous riaient dans mon dos. Des halètements ont remplacé le bruissement. Mon père s'est à moitié levé de son siège, puis s'est rassis quand les têtes se sont tournées vers lui. J'ai passé ma vie à m'entendre dire que mes sentiments étaient excessifs, que ma douleur était gênante, que mon existence était secondaire. Je l'ai cru pendant longtemps. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, l'ai tenu contre le microphone, et j'ai joué un bref extrait, la voix de ma mère claire et cruelle, disant « Elle est mélodramatique ». Le bébé n'avait même pas 1 an. Puis le gloussement de mon père. Puis d'autres. La pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai vu la mère de Bria couvrir sa bouche de choc. Une tante âgée a fermé les yeux comme si elle souffrait. Quelqu'un près du fond s'est levé et est sorti. Voilà ce que « famille » a signifié dans notre maison, ai-je dit, rangeant mon téléphone. L'apparence avant la vérité. L'image avant l'empathie. La performance avant l'amour. J'ai regardé directement Bria, dont les yeux étaient grands ouverts et brillants de larmes. J'espère que ta définition de la famille sera différente. Sur ce, je me suis éloigné du microphone. Alors que je me dirigeais vers la sortie, la pièce a éclaté en murmures et en mouvements inconfortables. Ma mère se tenait figée, son visage vidé de sa couleur. Mon père fixait son assiette. Et puis mon téléphone a vibré dans ma main. La notification que j'attendais. Murmure était en ligne, se téléchargeant simultanément sur plusieurs plateformes. Le temps que j'atteigne ma voiture, il se répandrait sur Internet, atteignant des étrangers qui pourraient comprendre ce que ma propre famille n'avait jamais compris. J'étais à mi-chemin de la porte quand une voix a crié « Attends ».
Bria se tenait au centre de la pièce, toujours dans sa robe de mariée, des larmes coulant sur son visage. Elle a regardé de Rowan à moi, puis de nouveau à lui. « Est-ce que c'est vrai ?» lui a-t-elle demandé, assez fort pour que tout le monde entende. Le visage de Rowan s'est tordu de colère. Elle a toujours été instable, jalouse. « N'écoute pas. J'ai entendu l'enregistrement », l'a interrompu Bria. « C'étaient les voix de tes parents qui riaient à un enterrement. C'est dans ça que tu voulais que je me marie ? C'est ça que tu es. » La pièce était maintenant d'un silence de mort, des centaines d'yeux regardant ce drame imprévu se dérouler. « Ce n'est pas si simple », a commencé Rowan, mais Bria était déjà en train d'enlever sa bague de fiançailles. « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle dit, plaçant la bague sur la table la plus proche. « Je ne ferai pas ça. Pas à moi-même. Pas aux enfants que nous aurions pu avoir. » Elle a regardé autour de la pièce stupéfaite. « Je suis désolée, tout le monde. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. » Elle a marché droit vers moi, a pris ma main, et ensemble nous avons quitté les lieux, deux femmes en noir et blanc, sortant à la lumière du soleil, laissant le chaos derrière nous. Dans le parking, elle s'est appuyée contre ma voiture, sa robe élaborée s'étalant autour d'elle. « J'allais le faire après la cérémonie », a-t-elle dit. « J'avais tout un discours de prévu. Mais entendre la voix de ta mère. » Elle a secoué la tête. Je ne pouvais pas continuer. Pas même une minute de plus. À l'intérieur de la salle, nous pouvions entendre des voix s'élever. Mon téléphone s'illuminait de notifications. Murmures étaient partagés, commentés, se propageant hors de mon contrôle. « Que se passe-t-il maintenant ?» a demandé Bria. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. Mais quoi que ce soit, ce sera réel. Alors que nous étions assises dans ma voiture, décidant où aller, ma mère est sortie de la salle. Elle nous a repérés et a marché vers nous, son visage tordu de rage. « Comment oses-tu » a-t-elle sifflé à travers la fenêtre. « Comment oses-tu détruire le mariage de ton frère, embarrasser cette famille ? Comment j'ose dire la vérité » ai-je interrompu. Cet enregistrement était privé. Tu n'avais aucun droit. Comme vous n'aviez aucun droit de rire à l'enterrement de mon fils ? De rejeter son existence ? De prétendre qu'il n'a jamais compté ? Tu as toujours été mélodramatique, toujours à la recherche d'attention. Mais ça, c'est impardonnable. Bien, ai-je dit, en démarrant le moteur. Parce que j'ai fini de chercher le pardon de gens qui ne sont pas désolés. Je suis parti, la laissant debout là, ma mère devenant de plus en plus petite dans le rétroviseur jusqu'à disparaître complètement. À la tombée de la nuit, Murmure avait été écouté plus de 10 000 fois. Les commentaires affluaient d'étrangers du monde entier. J'ai ressenti ça jusqu'à la moelle. Elle a dit ce que nous avons tous trop peur de dire. Ça m'est arrivé aussi. Merci de lui avoir donné une voix. Bria a passé la nuit à l'hôtel, répondant aux appels d'invités de mariage confus et de sa propre famille choquée. Je suis retourné à mon appartement, j'ai éteint mon téléphone et j'ai dormi 12 heures d'affilée, le premier sommeil ininterrompu que j'avais eu depuis la perte d'Asa. Quand je me suis réveillé, le monde avait changé. Ma douleur privée était devenue une conversation publique. Les secrets de ma famille étaient exposés à la lumière. Et quelque chose en moi qui était resté tendu pendant des années, peut-être toute ma vie, avait finalement commencé à se détendre. 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat de ma mère, menaçant d'une action en justice pour diffamation et atteinte à la vie privée. Je l'ai placée dans le dossier de preuves croissant aux côtés de l'enregistrement de l'enterrement et des pages du journal. Le même jour, j'ai appris que mon père avait démissionné de son poste à la société d'investissement, invoquant des raisons personnelles. Leur image sociale soigneusement construite s'effondrait, et ils me blâmaient plutôt que leurs propres actions. Je n'ai pas répondu à la menace légale. Au lieu de cela, je me suis rendu au chalet de ma grand-mère, j'ai mis des draps propres sur le lit et j'ai commencé à déménager mes affaires. Il était temps de me construire un foyer dans un endroit où l'amour avait autrefois existé. Une semaine après le mariage qui n'a pas eu lieu, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. J'ai trouvé la fille de Lorelai. Ta demi-sœur. Elle veut te rencontrer. C'était Bria. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café à mi-chemin entre nos villes. Je suis arrivé en avance, l'estomac noué d'une anticipation nerveuse. À quoi ressemblerait-elle ? Verrais-je ma mère sur son visage ? Me détesterait-elle pour avoir exposé la cruauté de notre mère commune ? Quand elle est entrée, je l'ai reconnue immédiatement.
Non pas parce qu'elle ressemblait à notre mère, ce n'était pas le cas, mais parce que quelque chose dans ses mouvements prudents, ses yeux vigilants, me semblait familier, comme regarder dans un miroir qui ne reflétait pas l'apparence mais l'essence. Son nom était Jennifer, bien qu'elle se fasse appeler Jen. Elle avait 42 ans, était infirmière praticienne, mariée avec 2 fils adolescents. Elle savait qu'elle avait été adoptée depuis l'enfance mais n'avait trouvé l'identité de Lorelai que 3 ans auparavant grâce à un service de test ADN. Je l'ai contactée une fois, m'a dit Jen, remuant distraitement son café. Elle a tout nié, a dit que je devais me tromper, a menacé d'une action en justice si je la recontactais. Ça lui ressemble, ai-je dit. J'ai vu ta pièce audio, a-t-elle continué. Quelqu'un me l'a envoyée. Il savait que je cherchais ma famille biologique. C'était intense. Je suis désolé si cela t'a causé de la peine. Non, a-t-elle dit rapidement. C'était clarifiant. Toutes ces années, je me suis demandé quel genre de femme abandonne son enfant, puis refuse même de reconnaître son existence des décennies plus tard. Maintenant je sais. Il ne s'agissait pas de moi du tout. Nous avons parlé pendant des heures, comparant des notes sur nos vies, les parallèles et les divergences. Elle avait eu des parents adoptifs aimants qui la soutenaient complètement. J'avais eu des parents biologiques qui m'avaient vu comme un inconvénient. Nous étions toutes les deux devenues des soignantes de différentes manières, elle par les soins infirmiers, moi par ma brève et intense maternité d'Asa. Nous ne nous sommes pas prises dans les bras en nous quittant. Nous n'étions pas prêtes pour ça. Mais nous avons échangé nos numéros et la promesse de rester en contact. En m'éloignant, je me sentais plus légère d'une certaine manière. Pas guérie, je ne pensais pas que je guérirais jamais complètement de la perte d'Asa, mais moins seule. Il y avait des connexions dans le monde que je n'avais pas su exister. La vérité avait un pouvoir au-delà de ce que j'avais imaginé. Je me suis rendu au cimetière avant de rentrer chez moi, plaçant des fleurs fraîches sur la tombe d'Asa. J'ai fait quelque chose de grand, lui ai-je dit, quelque chose qui me faisait peur. Mais je pense que c'était juste. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur la petite pierre tombale. J'ai touché la pierre froide portant son nom et j'ai su avec une certitude soudaine que j'avais fait ce que toute mère ferait, protéger la mémoire de mon enfant, insister sur son importance, refuser de le laisser être effacé. Je suis reparti pieds nus, mes chaussures de ville pendant à une main, la couverture d'Asa pliée dans mon sac, une clé USB contenant tout dans ma poche. L'herbe était fraîche sous mes pieds, la terre solide. Pour la première fois depuis l'enterrement, je me sentais ancré dans la réalité, aussi douloureuse, aussi brisée soit-elle. La vérité avait été dite. Ce qui viendrait ensuite serait construit sur cette fondation. Pendant les 2 semaines qui ont suivi le désastre du mariage, ma famille est restée complètement silencieuse. Pas d'appel, pas de SMS, pas de menace légale au-delà de cette première lettre. C'était comme s'ils avaient disparu, ou peut-être comme si j'avais disparu, effacé du récit familial tout comme ils avaient essayé d'effacer Asa. Murmure a continué à se propager. Marie l'a présenté sur son podcast, fournissant un contexte et une plateforme de discussion sur le traumatisme familial et le deuil non reconnu. Ma boîte de réception s'est remplie de messages d'étrangers partageant leurs propres histoires de rejet et d'invalidation. J'étais à la fois submergé et étrangement réconforté par ce cœur de voix. Toutes ces années, j'avais pensé que j'étais seul dans mon expérience, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi plutôt que dans la façon dont j'avais été traité. Mon père a démissionné de son poste à la société d'investissement où il travaillait depuis 20 ans. Un collègue qui avait assisté au mariage avait partagé l'enregistrement avec leur conseil d'administration. Il lui avait demandé de se retirer discrètement, préoccupé par l'association avec quelqu'un qui rirait à l'enterrement d'un nourrisson. Les conséquences semblaient se propager comme des ondulations dans un étang. Le club de jardinage de ma mère lui a demandé de prendre une année sabbatique de son poste de direction. Les invitations au gala de charité ont cessé d'arriver. Leur statut social soigneusement cultivé, la chose qu'ils appréciaient par-dessus tout, s'effondrait. Je n'en ressentais aucune satisfaction, seulement une certitude tranquille que la vérité, une fois dite, a son propre pouvoir. 3 semaines après le mariage, j'ai reçu une lettre de tante Sille. Pas un courriel ou un SMS, une véritable lettre manuscrite sur du papier à lettres bleu pâle. « Tu as incendié la maison », a-t-elle écrit. Bien. Maintenant, construis la tienne. La lettre continuait avec des souvenirs de ma grand-mère, comment elle s'était opposée à la pression familiale, avait tracé son propre chemin, trouvé la joie malgré la déception. Tante Sille a inclus une petite clé sans explication sur ce qu'elle pourrait ouvrir. Ce week-end-là,
Je me suis rendu au chalet et j'ai fouillé attentivement dans les affaires de ma grand-mère. Dans le placard de sa chambre, derrière une pile d'albums photos, j'ai trouvé une petite boîte verrouillée. La clé s'adaptait parfaitement. À l'intérieur se trouvait une collection d'objets qui n'avaient pas beaucoup de sens au début, un hochet en argent pour bébé, une photo jaunie d'une jeune femme que je ne reconnaissais pas, un titre de propriété pour un petit terrain dans le Maine, et une enveloppe contenant 10 000 $ en espèces avec une note qui disait simplement « Pour quand elle sera prête à recommencer ». Ma grand-mère avait su. Peut-être pas les détails, mais elle avait compris assez pour me laisser une issue de secours, une fondation pour tout ce qui pourrait arriver. Le lendemain, j'ai reçu un courriel d'une organisation de défense du deuil appelée Remembedem. Ils avaient entendu « Murmure » et voulaient que je prenne la parole à leur conférence annuelle sur l'impact du deuil rejeté, en particulier en ce qui concerne la perte d'un nourrisson. Mon premier instinct a été de refuser. Je n'étais pas une oratrice publique. Je n'étais pas une experte. J'étais juste une femme qui avait perdu son enfant et trouvé sa voie par la suite. Mais quelque chose dans leur demande a résonné. Si mon histoire pouvait aider d'autres à se sentir moins seuls, moins fous, plus validés, cela ne valait-il pas l'inconfort de parler publiquement? J'ai accepté, donnant mon accord provisoire pour un appel téléphonique préliminaire afin de discuter des détails. Ce soir-là, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Rowan, le premier contact de ma famille depuis le mariage. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis j'ai écouté avec un étrange détachement. Tu as tout gâché, sa voix était basse, en colère au début. Le mariage, la réputation de maman et papa, ma relation avec Bria. Il y a eu une pause, puis un son que je n'avais jamais entendu de mon frère auparavant, un sanglot, brisé et brut. Je ne sais même plus qui nous sommes. Tout ce que je pensais de notre famille était un mensonge. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'étais pas prête pour cette conversation, je n'étais pas sûre de l'être un jour. Sa douleur était réelle, mais la mienne aussi. Sa prise de conscience du dysfonctionnement de notre famille n'effaçait pas des années de complicité. Au lieu de cela, j'ai consacré mon énergie à créer quelque chose auquel je pensais depuis la mort d'Asa, une chambre forte de mémoire numérique. J'ai rassemblé chaque photo que j'avais de lui, les quelques vidéos de l'unité de soins intensifs néonatales, les empreintes de pieds et de mains, mes entrées de journal de la grossesse et d'après, l'audio de son rythme cardiaque, murmure, et tout ce qui prouvait qu'il avait existé. Je l'ai conçu avec soin, je l'ai rendue belle, puis je l'ai mise en accès public avec un mot de passe simple, il comptait. En quelques jours, des milliers de personnes l'avaient consulté. Les commentaires ont afflué, certains de parents qui avaient perdu des enfants, d'autres de personnes qui voulaient simplement reconnaître la vie brève mais significative d'Asa. Je me souviendrai de lui avec vous, a écrit un étranger. Sa vie avait un sens, a écrit un autre. Merci d'avoir fait de la place pour ce type de deuil, a écrit un père qui avait perdu des jumeaux à la naissance. 6 semaines après le mariage, Marie m'a invité à être interviewé sur son podcast. Ce serait ma première prise de parole publique sur ce qui s'était passé, pas seulement « Murmure », mais l'histoire complète. Tu n'es pas obligé de faire ça, m'a-t-elle assuré, mais je pense que cela pourrait aider beaucoup de gens. Nous avons enregistré dans son petit studio, juste nous deux et l'équipement sonore. J'ai parlé pendant près de 2 heures d'Asa, de l'enterrement, des générations de dysfonctionnement familial, de la découverte de ma voix dans le deuil. Je ne me vois plus comme une victime, ai-je dit vers la fin. Ce n'est pas pour cela que j'ai partagé l'histoire. Je l'ai partagée parce que le silence protège les mauvaises personnes, parce que certaines choses ne devraient pas être chuchotées. L'épisode a été diffusé 1 semaine plus tard et est immédiatement devenu le plus téléchargé de l'histoire du podcast. Ma boîte de réception a de nouveau été inondée, cette fois avec des messages non seulement de commisération mais d'action, des gens confrontant leurs propres systèmes familiaux, refusant d'accepter le rejet, honorant leur propre deuil. Bria m'a contacté le lendemain de la diffusion du podcast. Elle avait lancé une série de sensibilisation à la santé mentale sur son Instagram, réorientant sa plateforme d'influenceuse vers quelque chose de plus significatif. Elle voulait que je sois sa première invitée. Les gens ont besoin d'entendre cela de quelqu'un qui l'a vécu, a-t-elle dit, pas seulement de thérapeutes et d'experts. J'ai accepté, me surprenant moi-même. L'archiviste discrète qui s'était autrefois cachée dans les ombres de l'histoire sortait à la lumière, non pas malgré sa douleur mais à cause d'elle. L'interview est devenue virale, atteignant bien au-delà du public habituel de Bria. Ensemble, nous avons parlé de la reconnaissance des schémas familiaux toxiques, du courage de les perturber, de la construction de quelque chose de nouveau sur les cendres de ce qui avait été détruit.
2 mois après le mariage, j'ai reçu un avis formel que ma mère me poursuivait pour diffamation. Elle prétendait que l'enregistrement avait été truqué, que j'avais déformé leurs paroles à l'enterrement, que j'étais mentalement instable à cause du deuil. Mon avocate, recommandée par l'un des membres du conseil d'administration de Roman Bedem, était confiante. La vérité est une défense absolue contre la diffamation, a-t-elle dit, et vous avez l'enregistrement non modifié. Le procès s'est néanmoins poursuivi, traînant pendant des semaines. Chaque dépôt révélait davantage le désespoir de ma mère de contrôler le récit, de retrouver ce qu'elle avait perdu. Mais le processus juridique a eu un effet inattendu, il a rendu public encore plus de preuves du dysfonctionnement familial. Les documents judiciaires ont été rapportés par les médias locaux. Plus de gens ont entendu l'enregistrement. Plus de lumière a été faite sur ce qui avait longtemps été caché. À la fin, ma mère a perdu, non seulement le procès mais tout ce qui restait de sa façade sociale soigneusement construite. La décision du juge était claire, on ne peut pas se diffamer soi-même avec ses propres paroles enregistrées. Le jour où l'affaire a été classée, j'ai reçu un colis inattendu au chalet. Pas d'adresse de retour, juste mon nom d'une écriture inconnue. À l'intérieur se trouvait un ange en bois sculpté, assez petit pour tenir dans ma paume, avec le nom d'Asa délicatement gravé sur la base. La note disait simplement, il comptait. Et toi aussi. J'ai placé l'ange sur le rebord de ma fenêtre où la lumière du matin le toucherait en premier, un rappel que même dans les histoires les plus sombres, des moments de grâce inattendus apparaissent. Cette nuit-là, je me suis assise sur le porche du chalet, regardant les lucioles apparaître dans le crépuscule grandissant. Mon téléphone a vibré avec de nouveaux messages, des demandes d'interview, des invitations à prendre la parole, une proposition de livre d'une petite maison d'édition. Le monde voulait plus de mon histoire, plus de ma voix. Mais pour ce moment-là, j'ai mis le téléphone de côté et j'ai simplement respiré. L'air sentait le pin et la pluie lointaine. Quelque part dans les bois, un hibou a appelé. J'ai pensé à Asa, à la vie qu'il aurait pu avoir, à tous les moments que nous avions perdus. Puis j'ai pensé à ce qui avait été trouvé par la suite, la vérité, un but, une connexion avec d'autres qui comprenaient. Pas un remplacement de ce qui avait été perdu, mais un sens néanmoins. J'ai chuchoté son nom dans l'obscurité, non pas comme un au revoir mais comme une promesse. Je le porterai avec moi dans tout ce qui viendrait ensuite. Le printemps est arrivé au Vermont-par-à-coups, la neige fondant pour révéler de tendres pousses vertes, puis gelant à nouveau, puis dégelant une fois de plus. Le cycle me semblait familier, cette danse de destruction et de renouveau. J'avais passé l'hiver dans le chalet de ma grand-mère, à écrire, à parler et à trouver progressivement mon équilibre dans une vie que je n'avais pas prévue. Mon travail d'archiviste avait évolué. J'avais commencé à me spécialiser dans les collections d'histoires personnelles, et dans les familles à préserver leurs histoires authentiques plutôt que des versions aseptisées. Alors que le sol s'adoucissait, j'ai pris une décision. J'ai emballé mes affaires essentielles, j'ai loué le chalet à une jeune artiste qui avait besoin d'un logement abordable, et j'ai déménagé dans une petite ville côtière du Maine. Le titre de propriété de la boîte verrouillée de ma grand-mère m'y avait conduite, un modeste terrain surplombant l'Atlantique avec juste assez d'espace pour une petite maison et un jardin. Pendant que les plans de construction étaient en cours, j'ai loué un minuscule appartement au-dessus du musée historique de la ville. La directrice du musée, apprenant mon expérience en archivage, m'a offert un travail à temps partiel pour organiser leur collection d'histoires maritimes locales. Nous ne pouvons pas payer beaucoup, a-t-elle admis, mais les histoires ici méritent d'être conservées correctement. J'ai accepté immédiatement. Il y avait quelque chose de curatif à manipuler les histoires d'autres personnes, à préserver ce qui comptait pour elles avec soin et respect. Le travail m'a ancré d'une manière que parler et écrire sur ma propre expérience ne pouvaient pas. Ma nouvelle communauté n'avait aucune connaissance de « murmure » ou du drame familial qui avait précédé mon arrivée. Ici, j'étais simplement une femme tranquille qui travaillait au musée et marchait sur la plage chaque soir, quel que soit le temps. Cela a changé progressivement alors que les habitants reconnaissaient ma voix à partir de podcasts ou de vidéos qui avaient continué à circuler. Une jeune mère m'a approché à l'épicerie, les yeux pleins de larmes. « Votre histoire m'a aidé à parler », a-t-elle dit. Après ma fausse couche, tout le monde m'a dit de passer à autre chose, de réessayer. Grâce à vous, j'ai trouvé le courage de leur dire à quel point cela faisait mal. Un homme plus âgé à la poste a mentionné m'avoir entendu sur le podcast de sa fille. Vous m'avez donné des mots pour quelque chose que j'ai ressenti pendant 40 ans, a-t-il dit. Merci pour ça. Ces moments étaient humbles, des cadeaux inattendus. Chacun renforçait ce que j'en étais venu à croire, que nos vérités les plus douloureuses,
lorsqu'elles sont dites à voix haute, créent des ponts vers d'autres qui ont parcouru des chemins similaires. J'ai commencé à recevoir des lettres manuscrites de partout, des centaines d'entre elles, de parents endeuillés qui se sentaient invisibles. Je lisais chacune d'elles, répondant quand je le pouvais, les gardant toutes dans un coffre en bois comme témoignage que la brève vie d'Asa avait créé des ondes de connexion que je n'aurais jamais pu imaginer. Mes séances de thérapie avec la Dr Bell ont continué par appel vidéo. Lors d'une séance de printemps, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai pleuré. Pas les larmes glacées du choc ou les larmes de colère de la trahison, mais des larmes profondes et purificatrices de libération. C'est bien, a dit doucement la Dr Bell. Le deuil a besoin de mouvement pour guérir. Je pensais avoir déjà tout pleuré, ai-je admis en m'essuyant le visage. Le deuil n'est pas linéaire, m'a-t-elle rappelé. Il revient en cercle, change de forme, nous surprend quand nous pensons l'avoir dépassé. À l'été, la construction de ma petite maison avait commencé. Je visitais le site tous les jours, regardant les fondations être coulées, les murs s'élever, les fenêtres être installées. Chaque étape me semblait symbolique, construire quelque chose de nouveau sur un terrain solide. Près du bord de la propriété, là où le terrain descendait vers l'océan, j'ai planté un arbre, un jeune érable qui mettrait des années à atteindre sa pleine hauteur. À sa base, j'ai placé une petite pierre tombale gravée du nom d'Asa et des dates de sa brève vie. C'est ta place, lui ai-je dit en tapotant la terre autour des racines du jeune arbre. Où tu peux grandir avec moi. En juillet, Jen, ma demi-sœur, est venue me rendre visite. Nous étions en contact régulier depuis notre première rencontre, construisant lentement une relation que ni l'une ni l'autre ne s'attendait à avoir. Elle a amené son plus jeune fils, maintenant en route pour l'université, curieux de rencontrer la tante dont il ne connaissait pas l'existence. Nous avons marché ensemble sur la plage, ramassé des coquillages, parlé de tout et de rien. Il y avait une aisance entre nous que je n'avais jamais connue avec ma famille biologique. Aucune performance requise, pas de terrain miné à naviguer. As-tu eu de leurs nouvelles, a-t-elle demandé alors que nous regardions le coucher de soleil depuis ma terrasse à moitié construite. Non, ai-je dit. Pas depuis que le procès a échoué. Elle a hoché la tête, sans surprise. Je me demandais si tout cela pourrait les changer d'une manière ou d'une autre, les faire réfléchir. Je pense que certaines personnes sont trop investies dans leur version de la réalité pour jamais la remettre en question, ai-je dit, même lorsqu'elles sont confrontées à des preuves. Une semaine après la visite de Jen, j'ai reçu un dernier courriel de Rowan. Il était bref, son ton modéré. Je déménage à Seattle, a-t-il écrit. Je recommence à zéro, là où personne ne me connaît. J'espère qu'un jour je pourrai être plus que le fils de nos parents. Il a terminé par « Je comprends si tu ne réponds pas. Je voulais juste que tu le saches. » Je n'ai pas répondu, non par colère, mais parce que je n'avais rien à lui offrir pour le moment. Peut-être un jour, mais la guérison ne pouvait pas être précipitée pour le bien des échéanciers des autres. En août, j'ai reçu un appel vidéo inattendu de Bria. Son visage a rempli mon écran, brillant de quelque chose que je n'ai pas pu identifier immédiatement. J'ai des nouvelles, a-t-elle dit, inclinant la caméra pour révéler un minuscule nourrisson dormant contre sa poitrine. Voici Rose. Nommée d'après la femme qui a changé ma vie. J'ai fixé l'écran, les émotions se bousculant trop vite pour être nommées. Elle est magnifique, ai-je réussi à dire finalement. Les yeux de Bria brillaient. Je voulais que tu le saches. Grâce à toi, je ne me suis pas contenté de ce qui aurait été un mariage terrible. J'ai pris le temps de comprendre ce que je voulais vraiment, j'ai trouvé quelqu'un de gentil. Elle a caressé la joue du bébé. Et maintenant, je l'ai. Après avoir raccroché, j'ai marché jusqu'à l'arbre d'Asa, qui avait maintenant de nouvelles feuilles qui bruissaient dans la brise de l'océan. Je lui ai parlé de son homonyme, cette petite fille de l'autre côté du pays qui grandirait avec une mère qui avait choisi la vérité plutôt que la commodité. Ta vie a compté, lui ai chuchoté. Elle a changé les choses. Elle m'a changé. L'automne a apporté l'achèvement de ma petite maison, simple, solide, avec des fenêtres donnant sur la mer. J'ai emménagé le jour de ce qui aurait été le premier anniversaire d'Asa, marquant la journée non pas seulement avec du chagrin, mais avec la reconnaissance de tout ce qui avait grandi de la perte. Le dernier épisode de la série de podcasts qui avait présenté « Murmure » a été diffusé cette semaine-là. Marie m'avait demandé d'enregistrer une pensée de clôture, quelque chose à laisser aux auditeurs. Je me suis assise à mon nouveau bureau, surplombant l'eau, et j'ai parlé avec le cœur. Même s'ils rient, même s'ils partent,
votre chagrin est toujours réel. Et votre pouvoir aussi. La vérité peut coûter des relations construites sur de fausses fondations. Elle peut bouleverser l'histoire que vous pensiez être la vôtre. Mais ce que vous construirez à sa place sera réel. Et le réel vaut tout. Ce soir-là, j'ai marché le long du rivage alors que le soleil se couchait, projetant une longue lumière dorée sur l'eau. Le vent s'est levé, bruissant dans les arbres le long de la falaise. Pendant un instant, bref mais étonnamment clair, j'ai cru entendre le rire d'un enfant porté par la brise. Puis le silence, paisible, entier. Je suis resté à regarder les vagues jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, les pieds fermement plantés sur un sol solide, le cœur ouvert à tout ce qui viendrait ensuite. Pas complètement guéri, je porterai toujours la blessure de la perte d'Hazar mais plus forte aux endroits brisés. J'avais dit ma vérité. J'avais refusé l'effacement. J'avais honoré la vie brève et précieuse de mon fils. Et ce faisant, j'avais enfin, vraiment, trouvé la mienne. Que risqueriez-vous pour que votre vérité soit enfin entendue ?